L'habitude constitue l'un des phénomènes les plus fascinants et complexes de l'existence humaine. Omniprésente dans notre quotidien, elle mérite une analyse philosophique approfondie. Qu'est-ce que l'habitude exactement? Comment la définir de manière précise? L'habitude peut être comprise comme une action que nous effectuons de manière répétée, stable et automatique. Pour mieux comprendre ce mécanisme, observons la boucle de l'habitude. Ce processus cyclique montre comment nos comportements deviennent automatiques à travers la répétition. Cette automatisation soulève des questions philosophiques fondamentales. L'habitude représente-t-elle un gain de liberté en nous libérant de la nécessité de réfléchir constamment, ou constitue-t-elle au contraire une perte de conscience et de contrôle? Cette tension entre automatisme et conscience se manifeste dans notre vie quotidienne. Sommes-nous dans un état d'esprit encombré par nos habitudes, ou pouvons-nous cultiver une attention consciente et délibérée? Ces interrogations nous amènent à explorer les multiples facettes de l'habitude. Est-elle bénéfique ou dangereuse? Comment les grands philosophes ont-ils analysé ce phénomène? Quelles sont ses implications pour notre liberté et notre développement personnel? Cette introduction nous prépare à une analyse approfondie de l'habitude, phénomène qui traverse toute l'existence humaine et soulève des questions essentielles sur notre nature, notre liberté et notre capacité d'évolution. L'habitude constitue un phénomène fondamental de l'existence humaine. Pour comprendre sa nature complexe, nous devons d'abord établir une définition précise et examiner ses caractéristiques essentielles. L'habitude se définit comme une disposition acquise par la répétition. Cette définition met l'accent sur trois éléments cruciaux. Il s'agit d'une disposition, c'est-à-dire une tendance stable, elle est acquise et non innée, et elle résulte de la répétition d'actes, de comportements ou de pensées. L'habitude affecte deux dimensions fondamentales de l'être humain. D'une part, elle concerne le corps à travers les habitudes physiques, comme marcher, écrire ou accomplir des gestes quotidiens. D'autre part, elle touche l'esprit par nos manières de penser, nos façons de juger et nos modes de sentir. Les habitudes se classent en trois catégories distinctes, chacune correspondant à un domaine spécifique de l'activité humaine. Les habitudes physiques ou motrices concernent tous les mouvements corporels qui deviennent automatisés. Elles impliquent la coordination musculaire, les gestes techniques et les postures habituelles que nous adoptons sans y penser. Les habitudes psychologiques ou mentales englobent nos processus cognitifs et émotionnels. Elles incluent nos schémas de pensée, nos réactions émotionnelles automatiques et nos modes de raisonnement habituels. Les habitudes sociales ou culturelles représentent les comportements sociaux que nous avons intégrés. Elles comprennent les codes de politesse, les rituels culturels et les normes de groupe qui régissent nos interactions. L'habitude présente trois caractéristiques fondamentales qui expliquent son fonctionnement et son impact sur notre comportement. Premièrement, l'automatisme. L'habitude permet une exécution sans effort conscient, réduisant l'attention requise et créant une fluidité naturelle dans l'action. Deuxièmement, l'économie d'effort. L'habitude libère nos ressources mentales, améliore notre efficacité énergétique et optimise nos processus cognitifs. Troisièmement, la résistance au changement. L'habitude crée une stabilité comportementale, génère une inertie psychologique et présente une difficulté naturelle de modification. En synthèse, l'habitude révèle la remarquable capacité humaine d'adaptation et d'optimisation, tout en soulevant des questions profondes sur la liberté et la conscience. Elle constitue un mécanisme fondamental qui structure notre existence quotidienne et façonne notre identité même. Les habitudes se manifestent dans tous les aspects de notre existence humaine. Pour mieux comprendre ce phénomène complexe, nous pouvons les classer en trois catégories principales qui structurent notre comportement quotidien. Commençons par les habitudes physiques ou motrices. Ces habitudes concernent nos gestes, nos mouvements corporels et nos actions automatisées. Elles représentent la dimension corporelle de notre existence habituelle. Ces habitudes physiques libèrent notre conscience de la nécessité de contrôler chaque mouvement. Une fois acquises, elles deviennent des automatismes qui nous permettent d'accomplir des tâches complexes sans effort mental conscient.
Passons maintenant aux habitudes psychologiques ou mentales. Ces habitudes concernent nos processus de pensée, nos réactions émotionnelles et nos patterns cognitifs. Elles façonnent notre manière d'interpréter et de réagir au monde. Les habitudes psychologiques incluent nos façons de penser, nos réflexes émotionnels, nos méthodes de résolution de problèmes et nos patterns de réaction face aux situations. Elles constituent notre personnalité cognitive. Enfin, les habitudes sociales ou culturelles représentent la dimension collective de nos comportements. Elles englobent les coutumes, les traditions, les usages sociaux et les normes culturelles qui régissent nos interactions. Ces habitudes sociales incluent les rituels de politesse, les traditions familiales, les coutumes professionnelles et les codes sociaux. Elles nous permettent de vivre en harmonie avec notre communauté et de transmettre la culture. Ces trois types d'habitudes s'entremêlent dans notre existence quotidienne. Elles forment un système complexe qui structure notre comportement à tous les niveaux, corporel, mental et social. Comprendre cette typologie nous aide à mieux saisir la richesse et la complexité du phénomène habituel. Explorons maintenant la perspective d'Aristote sur l'habitude. Pour le philosophe grec, l'habitude n'est ni purement naturelle, ni simplement culturelle, mais représente une acquisition qui devient une seconde nature. Aristote, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, développe une théorie sophistiquée de l'habitude qu'il nomme exis. Ce concept désigne une disposition stable de l'âme acquise par la répétition d'actes. L'exis, terme grec traduit par habitude ou disposition, désigne pour Aristote une qualité stable de l'âme. Contrairement aux émotions passagères, l'exis est durable et structure notre façon d'être et d'agir. Mais comment se forme cette disposition? Aristote insiste sur le rôle crucial de la répétition. C'est par la pratique répétée juste que nous devenons justes, par l'exercice du courage que nous devenons courageux. Ce processus de formation suit un cycle précis. La répétition d'actes crée progressivement une disposition stable qui finit par devenir naturelle. L'habitude devient alors une seconde nature qui guide spontanément nos actions. Cette théorie de l'habitude est intimement liée à la conception aristotélicienne des vertus morales. Pour Aristote, la vertu est un juste milieu entre deux extrêmes vicieux. Cette table illustre parfaitement la pensée d'Aristote. Chaque vertu représente un équilibre entre deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut. Le courage, par exemple, est le juste milieu entre la lâcheté et la témérité. Prenons des exemples concrets pour comprendre comment l'habitude forme ses vertus morales selon Aristote. Considérons la justice. Pour Aristote, on ne naît pas juste, on le devient. C'est en agissant justement, en respectant les droits d'autrui, en pratiquant l'équité de manière répétée, que nous développons la vertu de justice. De même pour le courage. Cette vertu s'acquiert en affrontant progressivement nos peurs, en agissant malgré le danger, en persévérant dans l'effort. La répétition de ces actes courageux forge en nous la disposition au courage. Cette conception aristotélicienne révèle une vision sophistiquée de l'habitude. Elle n'est ni purement naturelle, ni simplement culturelle, mais représente une acquisition qui transforme notre nature même. Pour Aristote, l'habitude devient véritablement une seconde nature. Elle transforme notre être profond, devient spontanée, forme notre caractère moral. Bien qu'acquise culturellement par l'apprentissage, elle nous permet d'atteindre l'excellence humaine, l'arrêté. Jean-Jacques Rousseau propose une vision révolutionnaire de l'habitude qui s'oppose radicalement aux conceptions naturalistes de son époque. Contrairement à Aristote, qui considère que l'homme possède une nature déterminée, Rousseau affirme que l'homme n'a pas de nature fixe. Cette position fondamentale transforme complètement notre compréhension de l'habitude. Rousseau introduit le concept révolutionnaire de perfectibilité. L'être humain est défini par sa capacité unique à se transformer continuellement par l'expérience, l'éducation et les circonstances. Cette plasticité fondamentale distingue l'homme de tous les autres êtres vivants. Cette citation emblématique de Rousseau résume parfaitement sa vision. L'homme est un être qui s'habitue à tout, ce qui signifie que nos habitudes ne sont pas déterminées par une nature immuable, mais par notre extraordinaire capacité d'adaptation. Pour Rousseau, l'habitude est fondamentalement un phénomène culturel.
Elle varie selon trois dimensions principales: les sociétés dans lesquelles nous vivons, les époques historiques qui nous façonnent et les éducations que nous recevons. Ces variations culturelles démontrent que nos habitudes ne sont pas innées, mais acquises. Un enfant né dans une société donnée développera des habitudes alimentaires, linguistiques et sociales complètement différentes selon son environnement culturel. La vision de Rousseau révèle la souplesse extraordinaire de la nature humaine. L'habitude n'est pas une contrainte naturelle, mais la preuve de notre perfectibilité. Elle témoigne de notre capacité unique à nous adapter, à apprendre et à nous transformer selon les circonstances. Cette perspective ouvre la voie à une conception optimiste de l'éducation et du changement social. Ainsi, pour Rousseau, comprendre l'habitude comme phénomène culturel nous permet de saisir ce qui fait l'essence même de l'humanité, notre capacité infinie de transformation et d'adaptation. Emmanuel Kant reconnaît dans l'habitude un mécanisme naturel particulièrement utile pour l'adaptation humaine. Selon le philosophe allemand, l'habitude nous permet d'économiser considérablement notre effort de réflexion dans les actes du quotidien. Le premier avantage majeur identifié par Kant est l'économie d'effort mental. Lorsque nous développons une habitude, notre esprit n'a plus besoin de mobiliser toute son attention et sa réflexion pour accomplir cette action. Cette automatisation libère nos ressources cognitives pour d'autres tâches plus complexes. Le deuxième avantage crucial est la stabilisation des comportements. Kant observe que l'habitude crée une régularité et une prévisibilité dans nos actions, ce qui est essentiel pour le fonctionnement harmonieux de la société. Cette stabilité comportementale permet aux individus de coexister de manière ordonnée. Prenons l'exemple concret de l'apprentissage de la lecture. Au début, l'enfant doit mobiliser toute son attention pour déchiffrer chaque lettre, puis chaque syllabe. Avec la pratique et l'habitude, la lecture devient automatique, libérant l'esprit pour se concentrer sur le sens du texte plutôt que sur le déchiffrage. L'apprentissage de la conduite illustre parfaitement cette théorie kantienne. Le conducteur débutant doit consciemment penser à chaque geste, vérifier les rétroviseurs, actionner les clignotants, coordonner embrayage et accélérateur. Une fois ces gestes devenus habituels, le conducteur peut se concentrer sur la circulation et la navigation. De même, l'apprentissage d'un instrument de musique démontre cette économie d'effort. Le musicien débutant doit penser à chaque doigté, chaque position. Avec l'habitude, ces gestes techniques deviennent automatiques, permettant au musicien de se concentrer sur l'expression artistique et l'interprétation musicale. Ainsi, pour Kant, l'habitude représente un mécanisme d'adaptation remarquablement efficace. Elle permet non seulement d'économiser nos ressources mentales, mais aussi de stabiliser nos comportements sociaux. Cette vision positive de l'habitude en fait un outil précieux pour l'épanouissement humain et la vie en société. Étienne Bonneau de Condillac, philosophe français du XVIIIe siècle, nous offre une perspective fascinante sur le rôle de l'habitude dans le développement de notre intelligence et de nos capacités d'apprentissage. Pour Condillac, l'habitude n'est pas simplement une répétition mécanique, mais un mécanisme fondamental qui permet à notre esprit de progresser et d'évoluer dans sa compréhension du monde. La théorie de Condillac repose sur une observation fondamentale de notre fonctionnement mental. Nous ne prêtons attention qu'aux sensations nouvelles, tandis que les sensations habituelles passent inaperçues. Cette observation révèle un mécanisme crucial. Lorsqu'une action devient habituelle, elle se déroule automatiquement, sans mobiliser notre attention consciente. Cela libère notre esprit pour se concentrer sur de nouveaux apprentissages. Prenons des exemples concrets. Quand nous apprenons à conduire, chaque geste demande une attention totale. Mais une fois ces gestes devenus habituels, nous pouvons conduire tout en réfléchissant à autre chose, en écoutant la radio ou en planifiant notre journée. Condillac nous montre ainsi que l'habitude est un formidable outil d'optimisation cognitive. Elle permet à notre intelligence de se développer en libérant progressivement notre attention des tâches maîtrisées pour l'orienter vers de nouveaux défis. En conclusion, pour Condillac, l'habitude n'est pas un obstacle à l'intelligence, mais son allié.
Elle crée un cercle vertueux. Plus nous automatisons nos compétences de base, plus nous libérons notre capacité d'attention pour acquérir de nouvelles connaissances et développer notre intelligence. Aristote développe une conception particulière de la morale qui place l'habitude au cœur de la formation du caractère vertueux. Pour lui, les vertus morales ne sont pas innées, mais s'acquièrent par la pratique répétée. Selon la théorie aristotélicienne, une vertu morale est une disposition stable de l'âme qui nous porte à agir de manière excellente. Cette disposition ne s'acquiert que par l'exercice répété d'actes vertueux. L'habitude joue un rôle fondamental dans ce processus. Aristote explique que nous devenons justes en accomplissant des actes justes, courageux en accomplissant des actes courageux et tempérants en pratiquant la tempérance. Prenons l'exemple de la justice. Pour Aristote, on ne naît pas juste, mais on le devient en posant répétitivement des actes justes. Chaque acte juste renforce notre disposition à agir justement dans l'avenir. De même, la maîtrise de soi s'acquiert par des efforts constants de modération. Chaque fois que nous résistons à un excès, nous renforçons notre capacité de self-control et développons la vertu de tempérance. Pour Aristote, l'habitude devient ainsi une seconde nature. Les vertus morales, une fois acquises par la répétition, deviennent des dispositions stables qui orientent spontanément nos actions vers le bien. Ainsi, l'habitude n'est pas seulement répétition mécanique, mais construction active du caractère moral. Elle permet de transformer des efforts conscients en dispositions naturelles, créant un cercle vertueux où la pratique du bien devient de plus en plus facile et spontanée. Pascal nous met en garde contre un danger fondamental de l'habitude. Elle nous fait oublier notre liberté en nous plongeant dans l'illusion que nos comportements sont naturels. Blaise Pascal, philosophe et mathématicien du XVIIe siècle, développe une critique profonde de l'habitude qu'il considère comme une force d'illusion. Sa citation la plus célèbre résume parfaitement sa pensée. L'habitude est une seconde nature qui détruit la première. Cette formule saisissante révèle le processus par lequel l'habitude remplace notre nature originelle. Pascal dénonce l'illusion fondamentale créée par l'habitude. Nous prenons pour naturel ce qui est en réalité culturel et arbitraire. L'habitude masque l'origine véritable de nos comportements. L'habitude nous enchaîne sans que nous en ayons conscience. Elle crée des automatismes qui nous privent de notre capacité de réflexion et de choix libre. Pascal observe que l'habitude transforme progressivement notre esprit réflexif en un mécanisme automatique. Nous perdons notre lucidité, cette capacité à voir clair dans nos actions et leurs motivations. L'habitude nous conduit à agir sans réfléchir. Nos gestes quotidiens, nos paroles, nos jugements deviennent automatiques. Nous croyons agir naturellement alors que nous reproduisons mécaniquement des schémas acquis. La critique pascalienne de l'habitude révèle un danger fondamental. En nous faisant perdre notre lucidité, l'habitude nous prive de notre humanité la plus essentielle, celle qui consiste à réfléchir avant d'agir et à choisir en conscience. Pascal nous avertit ainsi que l'habitude, loin d'être un simple mécanisme d'adaptation, constitue une menace réelle pour notre liberté et notre dignité d'être pensant. René Descartes, le père de la philosophie moderne, nous met en garde contre un danger subtil mais omniprésent, la routine de l'esprit. Pour lui, nos habitudes de pensée peuvent devenir de véritables pièges intellectuels. Qu'est-ce que la routine de l'esprit? C'est cette tendance naturelle à penser selon des schémas préétablis, à accepter sans questionnement les idées reçues et les préjugés de notre époque. Descartes identifie plusieurs façons dont ces habitudes mentales faussent notre jugement. Elles nous font accepter le faux pour le vrai, nous empêchent de remettre en question nos croyances et nous maintiennent dans l'erreur. La solution cartésienne est radicale, le doute méthodique. Descartes propose de douter systématiquement de tout ce que nous croyons savoir, de remettre en question nos certitudes les plus profondes. Comme le dit Descartes lui-même dans ses écrits, les mauvais livres engendrent de mauvaises habitudes, mais les mauvaises habitudes engendrent de bons livres. Cette citation révèle sa compréhension profonde du cycle vicieux des habitudes intellectuelles. Pour Descartes,
La vraie philosophie commence précisément par cette rupture avec nos habitudes mentales. C'est seulement en nous libérant de nos automatismes de pensée que nous pouvons accéder à la véritable connaissance. En conclusion, Descartes nous enseigne que nos habitudes de pensée, bien qu'apparemment inoffensives, constituent l'un des plus grands obstacles à la connaissance véritable. La philosophie authentique exige de nous le courage de rompre avec ces routines mentales. Friedrich Nietzsche développe une critique radicale de l'habitude, qu'il considère comme une force de domestication qui menace l'essence même de l'humanité. Pour Nietzsche, l'habitude représente un processus de domestication qui transforme progressivement l'être humain en un animal docile, privé de sa force créatrice originelle. Cette domestication s'opère par la répétition constante d'actes et de pensées qui finissent par émousser notre capacité d'innovation et de dépassement de soi. L'habitude crée une forme d'aliénation profonde. L'individu devient étranger à sa propre nature créatrice et se contente de reproduire mécaniquement des schémas préétablis. Pour Nietzsche, la solution réside dans la rupture volontaire avec l'habitude. Il faut accepter le chaos et l'incertitude pour retrouver notre capacité créatrice authentique. En résumé, Nietzsche voit dans l'habitude un danger majeur pour l'humanité. Elle nous prive de notre essence créatrice et nous transforme en êtres passifs, incapables de nous dépasser et d'innover. Cette perspective nietzschéenne nous invite à questionner nos automatismes et à cultiver une vigilance constante envers nos propres habitudes, afin de préserver notre capacité de création et de dépassement. L'habitude peut-elle devenir l'ennemi de notre liberté? Cette question fondamentale nous amène à examiner comment nos habitudes peuvent nous enfermer dans des cycles répétitifs qui limitent notre capacité à choisir et à évoluer. L'habitude transforme nos actions en automatisme. Ce qui était autrefois un choix conscient devient une répétition mécanique, privée de réflexion et de délibération. Cette répétition mécanique nous enchaîne. Comme le montre cette représentation symbolique, l'habitude peut devenir une prison dorée qui limite notre liberté de choix. L'habitude nous rend esclaves de nous-mêmes. Nous devenons prisonniers de nos propres comportements, incapables de nous en libérer, même quand nous en reconnaissons les effets néfastes. Les mauvaises habitudes illustrent parfaitement cette dynamique. Elles persistent malgré notre volonté de les changer, créant un cercle vicieux qui renforce notre sentiment d'impuissance. L'habitude renforce également nos préjugés et nos discriminations. Elle nous fait accepter sans questionnement des idées reçues, perpétuant ainsi des injustices et des inégalités. Au niveau neurologique, l'habitude crée des circuits automatiques dans notre cerveau. Ces circuits court-circuitent notre capacité de réflexion consciente, nous privant de notre liberté de délibération. Face à cette analyse, nous comprenons que l'habitude peut effectivement constituer un obstacle majeur à notre liberté. Elle nous enferme dans des schémas répétitifs qui limitent notre capacité d'adaptation et de changement, nous rendant prisonniers de nous-mêmes. Nous avons vu que l'habitude peut être perçue comme un obstacle à la liberté. Mais paradoxalement, l'habitude peut aussi être une condition nécessaire à notre liberté. Comment comprendre ce retournement? Imaginez un instant que chaque geste de votre vie quotidienne nécessite un effort conscient délibéré. Marcher, respirer, écrire, parler, chaque action demanderait une attention mentale épuisante. Cette situation conduirait rapidement à un épuisement mental total. Notre conscience serait entièrement mobilisée par les tâches les plus basiques, ne laissant aucune place à la réflexion, à la créativité ou à la liberté de choix. Henri Bergson, philosophe français, propose une vision révolutionnaire de cette relation. Pour lui, l'automatisme des habitudes est précisément ce qui permet la liberté. Sa formule est saisissante. Il faut de l'automatisme pour avoir de la liberté. Bergson explique que lorsque certaines actions deviennent automatiques grâce à l'habitude, elles libèrent notre conscience pour des tâches plus élevées. L'automatisme dans un domaine permet la créativité dans un autre. Mais attention, toutes les habitudes ne sont pas libératrices. Pour qu'une habitude devienne une condition de liberté, elle doit réunir 3 éléments essentiels selon les recherches modernes.
L'habitude ne devient une condition de liberté que si elle est choisie consciemment, maîtrisée régulièrement et renouvelée périodiquement. Sans ces conditions, elle risque de se transformer en routine aveugle ou en prison mentale. En conclusion, l'habitude bien comprise ne s'oppose pas à la liberté. Elle la prépare et la conditionne. En automatisant le nécessaire, elle libère notre esprit pour l'essentiel, la réflexion, la création et le choix authentique. Arrivé au terme de notre exploration philosophique de l'habitude, nous devons reconnaître sa nature profondément ambivalente. L'habitude n'est ni entièrement bonne, ni entièrement mauvaise, mais révèle une dualité fondamentale qui traverse toute l'existence humaine. Cette ambivalence peut être représentée comme une balance où s'opposent les aspects bénéfiques et les dangers de l'habitude. D'un côté, nous trouvons ses vertus, la stabilité qu'elle apporte à nos vies, sa capacité à faciliter l'apprentissage et paradoxalement son potentiel de libération. Les aspects positifs de l'habitude sont multiples. Elle nous offre stabilité et prévisibilité, économise notre énergie mentale pour des tâches plus importantes, facilite l'apprentissage par la répétition, construit notre caractère moral selon Aristote et peut même libérer notre esprit pour des activités créatives plus élevées. Mais l'habitude révèle aussi ses dangers redoutables. Pascal nous met en garde contre l'aveuglement qu'elle provoque, Descartes contre la routine de l'esprit et Nietzsche contre l'aliénation qu'elle engendre. Elle peut nous enfermer dans le conformisme, nous rendre passifs et constituer un véritable obstacle à notre liberté créatrice. Face à cette ambivalence fondamentale, la sagesse philosophique nous enseigne qu'il est essentiel de développer une relation consciente avec nos habitudes. Nous devons apprendre à les interroger régulièrement, identifier celles qui nous servent véritablement, avoir le courage de briser celles qui nous limitent, cultiver de nouvelles pratiques libératrices et maintenir une vigilance critique constante. En définitive, l'habitude n'est ni notre ennemi ni notre salut, mais un outil puissant qui demande sagesse et discernement. En apprenant à maîtriser nos habitudes plutôt qu'à en être les esclaves, nous ouvrons la voie vers une liberté authentiquement consciente. C'est là le défi permanent de l'existence humaine, transformer la répétition aveugle en choix éclairé, la routine en création, l'automatisme en liberté. Le travail constitue l'une des dimensions les plus fondamentales de l'existence humaine. Cette introduction explore les questions essentielles que soulève cette activité omniprésente dans nos sociétés. Le travail structure profondément nos existences selon 3 dimensions essentielles. Il organise notre rapport au temps, définit notre place dans la société et façonne nos relations avec autrui. Ces observations nous amènent à poser des questions fondamentales sur la nature même du travail. Qu'est-ce que travailler exactement? S'agit-il d'une contrainte naturelle inscrite dans la condition humaine ou d'une construction sociale particulière? Le travail représente-t-il une valeur morale en soi ou simplement une nécessité économique? Constitue-t-il un moyen privilégié de réalisation personnelle ou au contraire une forme d'aliénation qui nous éloigne de notre véritable nature? Cette interrogation nous conduit au cœur d'un dilemme philosophique majeur. Le travail est-il essentiellement une souffrance, une contrainte pénible que nous subissons par nécessité, ou peut-il au contraire devenir libérateur, créatif et constituer un moyen d'accomplissement personnel? Ces questions fondamentales guideront notre exploration des différentes perspectives philosophiques sur le travail. Nous examinerons comment les penseurs ont abordé cette réalité complexe entre nécessité et liberté, contrainte et créativité. Hannah Arendt, philosophe politique du XXe siècle, nous offre une perspective unique sur le travail dans son œuvre majeure, La condition de l'homme moderne. Arendt révolutionne notre compréhension du travail en distinguant 3 activités fondamentales de la condition humaine. Cette distinction tripartite nous permet de mieux saisir la complexité de l'activité humaine. La première activité est le travail, ou labor en anglais. Il s'agit d'une activité vitale et répétitive, liée au processus biologique de la vie. C'est l'activité par laquelle nous maintenons notre existence physique. La deuxième activité est l'œuvre, ou work.
Elle concerne la fabrication d'objets durables qui constituent notre monde artificiel. L'œuvre crée des choses qui survivent à leur créateur. La troisième activité est l'action qui représente l'engagement libre dans la cité. C'est l'activité politique par excellence, celle qui nous permet d'agir ensemble et de créer du nouveau dans le monde. Concentrons-nous maintenant sur le travail selon Arendt. Pour elle, le travail est avant tout une nécessité biologique. Il correspond aux besoins vitaux de l'organisme humain. Le travail est cyclique et répétitif. Il suit le rythme des processus vitaux: manger, dormir, se reproduire. Ces activités ne produisent rien de durable. Elles sont immédiatement consommées par la vie elle-même. Selon Arendt, le travail est une contrainte imposée par la nature. L'être humain ne peut échapper à cette nécessité biologique. C'est une forme de souffrance inhérente à la condition humaine. Cette vision du travail chez Arendt contraste avec d'autres philosophes. Pour elle, le travail n'est pas source d'épanouissement ou de réalisation, mais une nécessité vitale qui nous maintient en vie sans nous élever. En conclusion, Hannah Arendt nous invite à repenser le travail non pas comme une activité noble ou libératrice, mais comme une nécessité vitale qui nous lie à notre condition biologique. Cette perspective unique enrichit notre compréhension de la condition humaine. Dans la tradition biblique, le travail n'est pas conçu comme une activité naturelle et épanouissante, mais comme une conséquence directe de la chute de l'humanité. Selon le récit de la Genèse, dans l'état originel du Jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient dans l'harmonie parfaite avec la création divine. Le travail, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas. Mais la désobéissance d'Adam et Ève transforme radicalement cette condition. La chute marque l'entrée du mal, de la souffrance et de la peine dans l'existence humaine. C'est alors que Dieu prononce ces paroles qui marquent à jamais la condition humaine. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Cette phrase de la Genèse transforme le travail en malédiction divine. Cette conception biblique présente le travail sous trois aspects fondamentaux. D'abord, comme une punition divine pour la désobéissance, ensuite comme une nécessité pénible pour survivre, et enfin comme une séparation définitive de l'état de grâce originel. Cette perspective biblique a profondément marqué la pensée occidentale sur le travail. Elle oppose radicalement le travail comme malédiction à l'idéal de l'oisiveté bénie, créant une tension fondamentale dans notre rapport à l'activité productive. Ainsi, la perspective biblique établit le travail non comme une activité naturelle et épanouissante, mais comme une nécessité douloureuse, imposée par la condition déchue de l'humanité. Cette conception influence encore aujourd'hui notre rapport ambivalent au travail. Pour Karl Marx, le travail représente bien plus qu'une simple nécessité économique. C'est l'activité fondamentale qui définit l'essence même de l'humanité. Dans son œuvre majeure Le Capital, Marx développe une conception révolutionnaire du travail qui transforme notre compréhension de la condition humaine. Pour Marx, le travail est défini comme l'activité consciente par laquelle l'homme transforme la nature pour satisfaire ses besoins. Cette définition révèle la dimension créatrice et intentionnelle du travail humain. Cette transformation n'est pas unidirectionnelle. En transformant la nature, l'homme se transforme lui-même, développant ses capacités, sa conscience et ses besoins. C'est précisément cette dimension consciente et créatrice qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal selon Marx. L'animal agit par instinct, répétant les mêmes actions. L'homme, au contraire, projette mentalement son œuvre avant de la réaliser. Il invente, transforme et dépasse constamment les limites imposées par la nature. Cette capacité de projection et d'invention fait du travail humain une activité libératrice. Par le travail, l'homme ne subit plus passivement les contraintes naturelles, mais devient maître de son environnement. Marx révèle ainsi que le travail n'est pas seulement une nécessité économique, mais l'activité fondamentale par laquelle l'humanité se constitue et se développe historiquement. Cette conception marxiste du travail ouvre la voie à une compréhension profonde de la condition humaine et des possibilités d'émancipation sociale. Dans la philosophie de Hegel, le travail occupe une place centrale dans le processus de libération humaine.
Sa célèbre dialectique du maître et de l'esclave révèle comment le travail devient un instrument de transformation personnelle et d'émancipation. Hegel présente la dialectique du maître et de l'esclave comme une relation fondamentale où le maître domine par la force, tandis que l'esclave est contraint au travail. Mais cette relation apparemment figée va connaître une transformation profonde. Dans cette dialectique, c'est paradoxalement l'esclave qui, par le travail, va devenir l'agent de sa propre transformation. En travaillant, l'esclave transforme la matière, développe ses capacités et acquiert progressivement une conscience de soi que le maître, oisif, ne possède pas. Le processus de transformation par le travail suit plusieurs étapes selon Hegel. D'abord, le travail physique, puis le développement progressif des capacités intellectuelles, ensuite l'émergence d'une véritable conscience de soi et finalement l'émancipation. Pour Hegel, le travail possède donc trois dimensions essentielles. Il est formateur, car il éduque et développe les capacités humaines. Il est transformateur, car il change à la fois le monde extérieur et l'individu qui travaille. Enfin, il est libérateur, car il donne accès à une véritable liberté fondée sur la conscience de soi. En conclusion, la perspective hégélienne révèle une véritable révolution par le travail. L'esclave devient progressivement maître de lui-même, le travail développe la raison et la conscience, la transformation du monde entraîne l'auto-transformation et l'émancipation naît de l'activité productive elle-même. Cette vision optimiste du travail comme voie de libération influencera profondément la pensée philosophique et sociale. Émile Durkheim, sociologue français du XIXe siècle, révolutionne notre compréhension du travail en montrant qu'il ne s'agit pas seulement d'une activité individuelle, mais d'un phénomène social fondamental qui transforme et libère les sociétés modernes. Pour Durkheim, le travail n'est pas qu'une nécessité économique. C'est le mécanisme par lequel les sociétés se complexifient et développent ce qu'il appelle la solidarité organique, créant ainsi des liens sociaux plus riches et plus durables. La division du travail social est au cœur de la théorie durkheimienne. Contrairement aux sociétés traditionnelles où chacun fait tout, les sociétés modernes se caractérisent par une spécialisation croissante des tâches et des fonctions. Cette spécialisation crée une interdépendance fondamentale. Chaque individu dépend du travail des autres pour satisfaire ses besoins. Le boulanger a besoin du meunier, qui a besoin de l'agriculteur, créant ainsi une chaîne de solidarité. Durkheim distingue deux types de solidarité sociale. La solidarité mécanique, basée sur la similitude et les traditions communes, caractérise les sociétés primitives. La solidarité organique, elle, naît de la différenciation et de la complémentarité des fonctions dans les sociétés modernes. Dans la solidarité organique, c'est précisément parce que nous sommes différents et spécialisés que nous avons besoin les uns des autres. Cette interdépendance crée des liens sociaux plus forts et plus durables que la simple conformité aux traditions. Pour Durkheim, le travail transforme fondamentalement la société en créant de nouvelles valeurs communes basées non plus sur la tradition, mais sur la reconnaissance mutuelle de l'utilité de chacun dans l'ensemble social. Cette transformation libère l'individu des contraintes traditionnelles tout en l'intégrant dans un réseau social plus complexe et plus riche. Le travail devient ainsi un facteur d'émancipation collective et individuelle. Bien que la vision durkheimienne soit optimiste, elle soulève des questions importantes. La division du travail peut-elle vraiment éliminer les conflits sociaux? N'existe-t-il pas des formes de division forcée qui aliènent plutôt qu'elles ne libèrent? Malgré ses limites, l'apport de Durkheim reste fondamental. Il montre que le travail n'est pas qu'une activité économique, mais un phénomène social total qui structure les relations humaines et permet l'évolution des sociétés vers plus de complexité et potentiellement plus de liberté. Simone Weil, philosophe française du XXe siècle, a développé une analyse particulièrement saisissante de l'aliénation par le travail industriel dans son œuvre majeure, La condition ouvrière. Weil ne se contente pas d'une analyse théorique. Elle a vécu l'expérience ouvrière de l'intérieur, travaillant elle-même dans des usines pour comprendre concrètement les conditions de travail industrielles. Au cœur de son analyse se trouve le concept d'aliénation
par le travail à la chaîne. Weil décrit cette forme de travail comme une expérience de dépossession totale de l'être humain. Selon Weil, le travail industriel transforme l'ouvrier en simple rouage d'une machine. Le corps devient mécanique, répétant inlassablement les mêmes gestes sans réflexion ni créativité. Mais l'aliénation ne s'arrête pas au corps. L'esprit lui-même est anéanti par la répétition constante. La pensée s'éteint, remplacée par l'automatisme de la production industrielle. Cette double aliénation du corps et de l'esprit conduit à ce que Weil considère comme l'écrasement de la dignité humaine. L'ouvrier perd sa qualité d'être pensant et créateur. Pour Weil, cette analyse révèle une contradiction fondamentale de la société industrielle. Le progrès technique, censé libérer l'humanité, devient paradoxalement source d'asservissement et de déshumanisation. L'analyse de Simone Weil reste d'une actualité saisissante, questionnant notre rapport au travail et aux conditions qui permettent à l'être humain de préserver sa dignité dans l'activité productive. Arrivés au terme de notre exploration philosophique du travail, nous devons maintenant synthétiser les multiples facettes de cette réalité humaine fondamentale. Le travail révèle une ambivalence fondamentale qui traverse toute l'expérience humaine. Il est simultanément contrainte et source d'émancipation, aliénation et réalisation de soi. Cette dualité du travail reflète la complexité même de l'esprit humain, partagée entre créativité et contrainte, comme le symbolise cette représentation du cerveau divisé entre art et logique. Le travail structure profondément notre existence, tant au niveau individuel que collectif. Il organise notre temps, définit notre identité sociale et façonne nos relations avec autrui. Penser le travail, c'est fondamentalement réfléchir à ce que signifie être humain dans le monde. Le travail nous situe à l'intersection de 4 dimensions essentielles. Cette complexité du travail humain évoque les structures mystérieuses de notre existence, où se mêlent construction et déconstruction, ordre et chaos, comme dans cette architecture surréaliste qui symbolise notre rapport ambivalent au monde du travail. En conclusion, le travail demeure l'une des expériences les plus paradoxales de la condition humaine. Il nous révèle à nous-mêmes dans toute notre complexité, entre aspiration à la liberté et acceptation de la nécessité, entre créativité individuelle et contrainte collective. Comprendre le travail philosophiquement, c'est donc saisir l'essence même de notre condition. Être de liberté contraint par la nécessité, créateur soumis aux limites du réel, individu façonné par le collectif. Le travail reste ainsi au cœur de toute réflexion sur l'homme et la société.